Merci. Madame la présidente de la CEPC, vous avez la parole. Monsieur le Président, vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présider maintenant la CEPC depuis 10 mois. Nous savons mieux que quiconque ici les conditions dans lesquelles j'ai eu à succéder à notre regretté collègue Jean-Paul Charrier. Et comme vous venez de m'y inviter, Monsieur le Président, je vous propose effectivement de faire un point à la fois sur les missions de la CEPC, sur une sorte de bilan d'activité notamment de ces derniers mois, et je conclurai mon propos évidemment sur l'actualité récente et les différents éléments auxquels vous venez de faire allusion. Alors, la commission d'examen des pratiques commerciales est un cénacle pluraliste. Il rassemble des élus qui sont deux, un député, un sénateur, des magistrats, donc Cour de cassation, Conseil d'État, des professeurs de droit et des avocats, les acteurs économiques, c'est-à-dire les représentants des fédérations, qu'il s'agisse évidemment des représentants des distributeurs, mais également des représentants des industriels et des personnes qualifiées, notamment des représentants de l'administration, au premier rang desquels je veux bien sûr souligner le rôle de la DGCRF. La CEPC est un lieu où l'on débat de problèmes économiques, essentiellement sous l'angle juridique, et je me permettrai de dire que cette approche et ce débat essentiellement sous l'angle juridique est à la fois une force, mais peut apparaître quelquefois comme étant une faiblesse, et je vais y revenir parce que il est évident qu'aborder les sujets sous l'angle du droit ne doit pas étonner, puisque la CEPC doit évidemment émettre des avis, des recommandations. Arrêter des bonnes pratiques qui, par la suite, seront autant de règles dotées d'une réelle force juridique qui ne manqueront pas d'inspirer la jurisprudence. Pour autant, je crois qu'il est extrêmement important que la CEPC ait aussi un pied dans la vie quotidienne des affaires et ait la capacité d'être en prise réelle avec, finalement, l'angle économique. Alors, en espèce de bilan qualitatif, je voudrais vous dire que depuis 2008, c'est-à-dire depuis la loi de modernisation de l'économie, la CEPC a eu l'occasion de répondre à 107 questions. La notion de question-réponse de la CEPC avait été créée par Jean-Paul Charrier. L'idée, c'était de répondre rapidement à toutes les questions posées notamment par la LME. En 2010, nous avons répondu très précisément à 43 questions. 10 concernaient les conditions de règlement, des notions de retenue usuelle, de déduction de règlement, de déduction de pénalité. 26 sur les abus dans la relation commerciale, des discriminations, des problèmes de conditions générales de vente catégorielles, de déduction de pénalité. 4 concernaient la facturation, la validité du mode de transmission de la facture, les délais de recours, mais aussi la répercussion ou non des écotaxes. 3 sur la négociation commerciale et plus particulièrement sur les tarifs ou la convention unique. Deuxième activité importante de la CEPC, ce sont les avis. Alors la différence, une question-réponse est une réponse rapide à une question qui fait l'objet d'une publication qui donc donne des informations. Un avis, c'est une étude qui est faite sur un sujet dont la CEPC est saisie par des professionnels. 5 avis ont été adoptés en 2006. Le premier concerne la publicité comparative et les conditions nécessaires à la licéité de l'opération. Le second est sur la licéité d'une opération publique promotionnelle menée par un distributeur. La troisième concerne une opération promotionnelle au regard de l'interdiction de la revente à perte. La quatrième concerne l'utilisation de ce qu'on appelle dans notre jargon les NIP, les nouveaux instruments promotionnels. Il s'agissait d'une communication sur les jouets. Et c'était une communication faite par un distributeur. Et la dernier avis rendu fin septembre concernait plus particulièrement la modification de l'organisation logistique des approvisionnements. Je vais peut-être vous le détailler un petit peu de façon à vous donner une photographie de ce que sont ces demandes d'avis et surtout de la façon dont la CEPC peut répondre. Donc le contexte était assez simple. Une organisation professionnelle de l'industrie nous interpelle sur le problème de modification unilatérale décidée par le distributeur pour modifier les conditions logistiques. Évidemment, vous l'imaginez facilement, le passage à cette nouvelle organisation devait se faire dans un cas évidemment extrêmement rapide, avec une réduction importante de stock en entrepôt, l'adoption de techniques de flux tendu visées par la demande du distributeur qui évidemment conduisait à repenser totalement le schéma logistique. Vous voyez tout de suite les conséquences, une augmentation du nombre de livraisons chaque semaine, une réduction des quantités livrées, des délais de livraison beaucoup plus courts. Donc c'est évidemment
l'article L440-1 qui permet à la CEPC de se prononcer sur le sujet. Donc nous avons d'abord eu l'occasion de nous prononcer sur la légalité de la demande, selon l'article 441-7 du Code de commerce, et sur les éventuels risques de création de déséquilibres significatifs. Au-delà de ça, notre avis a consisté à donner des recommandations de bonnes pratiques sur la gestion de la modification d'un schéma logistique. Et nous avons considéré qu'il y avait plusieurs éléments qui devaient être repris. Le premier, c'était évidemment la notion de délai d'adaptation suffisant pour que, effectivement, le fournisseur ait le temps de s'organiser, que d'autre part, les coûts supportés par les fournisseurs en cause soient estimés de la même manière que les gains que pouvait potentiellement générer le distributeur, et surtout qu'on discute évidemment du delta entre une augmentation de coûts d'un côté et éventuellement une réduction de charges de l'autre, et que si la modification du flux logistique intervient après la signature de la fameuse convention unique, il faut que les parties puissent s'accorder sur la répartition du solde entre ce fameux coût supplémentaire pour les uns et gain éventuel pour les autres. Donc, on voit bien les sujets abordés par la CEPC peuvent être très pratico-pratiques. Ils peuvent concerner tous les domaines d'activité, sachant qu'il est clair, force est de constater qu'il y a un prisme agroalimentaire particulièrement fort dans toutes les saisines que reçoit la CEPC. Alors je crois que là-dessus, on voit bien que notre pays peut s'enorgueillir d'avoir des producteurs performants, notamment dans le secteur agroalimentaire, qui fournissent des produits dont la qualité est reconnue bien au-delà de nos frontières, que le modèle français de distribution, dont on aura probablement à parler, est aussi salué comme étant un modèle qui s'est exporté dans le monde, et que pour autant, nous voyons bien que nous perdons des parts de marché, comme en témoignent les chiffres les plus récents de notre commerce extérieur. On voit bien que si depuis 2000, le marché agroalimentaire mondial a cru de 5% par an, sur la même période, la croissance des exportations françaises est beaucoup moins importante puisqu'elle a baissé d'environ 2 points. Alors on peut dire que notre recul peut être lié à la crise, il peut être lié à l'appréciation de l'euro par rapport à d'autres devises, il peut être lié au renforcement de la compétitivité pris de nombreux concurrents, notamment parmi les pays émergents, mais je crois que nous avons aussi besoin de mener une réflexion sur notre propre manière de fonctionner. Et je dois vous dire que la CEPC effectue également des études juridiques. Nous en avons adopté 2 cette année. Un bilan établi par la DGCCRF pour les décisions judiciaires intervenues en matière de transparence et de pratiques restrictives. Et ce bilan a été également fait par la faculté de Montpellier, qui est très spécialisée sur le droit des relations commerciales. Et donc, ces bilans sont sur les décisions judiciaires rendues sur les actions engagées par les acteurs économiques. Et puis, nous avons également une étude faite par Madame le conseiller Rifo-Silk sur le sujet de l'application de la LME dans le temps. Au-delà de ce travail qui est fait en session plénière, la CEPC s'est réunie sur tout l'exercice, j'oserais dire scolaire, entre guillemets, c'est-à-dire septembre 2009, juin 2010, pour vous donner une idée, une fois toutes les 3 semaines, nous avons en parallèle un travail qui est un travail de groupe. Dès lors que le sujet nous paraît un sujet suffisamment lourd et nécessitant plus de réflexion, il fait l'objet de groupes de travail dédiés. Nous avons eu 3 groupes dédiés, l'un sur la convention unique, l'autre sur le déséquilibre significatif et le 3e sur les marques de distributeurs. Je vais commencer par les marques de distributeurs en vous disant que le 7 juillet dernier, nous avons présenté les 7 recommandations de la CEPC relatives à l'élaboration des contrats de marque de distributeurs. Alors, dans ce document, que je tiens évidemment à la disposition de la Commission, Monsieur le Président, nous avons effectivement repris l'ensemble des modalités d'un contrat depuis sa jeunesse, sa durée, l'interdiction de faire appel à la coopération commerciale rémunérée par le fournisseur pour stimuler les ventes, le respect d'engagements de volume, l'encadrement des audits, les conditions de rupture de contrat et la protection du savoir-faire. Vous savez tous, mes chers collègues, que la part de ce que nous appelons dans notre jargon MDD est passée sur une période 93-2008 de 17 à 34%. C'est dire si aujourd'hui les MDD sont extrêmement présentes dans les grandes et moyennes surfaces. Et il faut savoir que c'est un sujet extrêmement sensible pour l'activité économique de notre pays, puisque
puisque les MDD en 2008 ont été fabriqués à 57% par des PME françaises. Les secteurs les plus concernés sont les produits frais, la crèmerie et le papier. Alors nous voyons bien et nous savons pour en discuter avec eux que quand une entreprise travaille avec la distribution sur les marques de distributeurs, l'un des sujets qui est vraiment tout à fait important, c'est la notion de protection du savoir-faire. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de cette recommandation, qui, je vous le rappelle, a fait l'objet d'un consensus, puisque c'est le principe même du fonctionnement de la CEPC, quand un avis est adopté, vous savez, hier, pour ceux qui étaient en commission, Jacques Attali disait que dans sa commission, il n'y avait pas de vote, il y avait un consensus. À ce jour, la CEPC a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que tout ce que nous publions est publié par consensus. Donc les recommandations MDD ont été publiées par consensus. Il reste aujourd'hui un sujet sur lequel il faut que nous allions plus loin, c'est celui de la protection du savoir-faire. Quand je dis aller plus loin, c'est travailler avec les professionnels dans des associations comme la FEF, comme PLMA, c'est aussi travailler avec des juristes spécialisés sur cette notion du savoir-faire et c'est la raison pour laquelle je vais continuer à faire travailler ce groupe sur ce point précis de la protection du savoir-faire. Je dois, à la vérité, de vous dire que les deux autres groupes de travail n'ont pas connu la même évolution. Pour la convention unique, après 9 mois d'échange, les travaux ont été interrompus parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'accord? Parce qu'on est très proche finalement de l'autre notion qui est celle du déséquilibre significatif, c'est-à-dire que quand nos collègues de la CEPC ont travaillé sur la convention unique, ils n'ont pas réussi à déterminer ensemble ce qui devait ou pas figurer, certains reprochant aux autres de vouloir revenir à ce qu'on appelle dans le jargon du ligne à ligne, c'est-à-dire à préciser étape par étape de la vie du contrat ce qui devait figurer. Donc à ce stade, il y a eu un abandon de ce groupe de travail. Quant au déséquilibre significatif, je vous prie d'accepter l'idée selon laquelle la CEPC est quelquefois frappée d'un élan de modestie et quand il y a 9 assignations devant les tribunaux et qu'en parallèle il y a une question prioritaire de constitutionnalité, vous comprendrez que les membres de la CEPC ont suffisamment d'humilité pour penser que là, il convient de s'effacer face au juge et que, je vais y revenir, Monsieur le Président, vous m'avez invité à y revenir, que donc dans le contexte, il était peut-être préférable de laisser ces professionnels du droit travailler sur le sujet pour y revenir dans un deuxième temps. Dans tous les cas, ce que l'on voit, c'est que dans le silence de la loi comme de la jurisprudence, eh bien, les acteurs se sont trouvés face à un véritable vide juridique. Et quand il y a un vide juridique, là comme ailleurs, dans les relations commerciales comme ailleurs, la nature a horreur du vide. Ce qui veut dire que, bien évidemment, certains ont commencé à adopter des pratiques qui, dans tous les cas, sont des pratiques qui interpellent le droit du commerce et qui, quelque part, génèrent des difficultés dans la relation commerciale. Alors, on a notamment vu, dans ce qui concerne, et vous m'interpelliez, Monsieur le Président, sur la notion du déséquilibre significatif, force est de constater que depuis août 2008, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans, nous pouvons dire qu'aujourd'hui cette notion n'est toujours pas fixée ni au plan juridique, ni au plan jurisprudentiel. Au plan juridique, parce qu'à l'époque, et vous faisiez allusion au débat, moi j'ai regardé un certain nombre d'amendements de l'époque, bon, le fait est que la notion a été voulue très floue, voulant laisser la place à la relation commerciale, et aujourd'hui, eh bien, il faut du temps, il faut les jugements, aucun jugement n'est rendu et la question prioritaire va peut-être sur le sujet ouvrir la voie. Mais dans tous les cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne pouvait pas attendre parce que quelque part la difficulté, c'est que le temps des affaires, et je crois qu'il faut que nous en soyons tous conscients ici, le temps de la vie des affaires n'est pas le temps du législateur et il est encore moins celui du juriste. Et c'est là, et celui des tribunaux. Et c'est là où il y a une vraie difficulté parce qu'au moment où vendredi dernier, la Cour de cassation a décidé d'envoyer devant le Conseil constitutionnel, il n'en reste pas moins qu'au même moment, nous avons des professionnels qui démarrent leurs négociations commerciales pour 2011 et qui ne peuvent pas attendre les 3 mois qui sont ceux qui vont nous séparer du moment où nous aurons un avis du Conseil constitutionnel. Alors, j'étais venue, il y a maintenant quelques semaines, vous expliquer pourquoi il me semblait intéressant d'essayer de travailler avec les professionnels dans ce groupe informel qui s'appelle les mardis de la LME. Alors, c'est un cadre différent de la CEPC, en prise directe avec le milieu des affaires. J'ai l'ensemble des distributeurs qui assistent à ces réunions, c'est-à-dire Intermarché, Casino, Carrefour, Système U, Auchan, Casino et Leclerc, et parallèlement des fournisseurs qui ont accepté de venir. Ça va des pains Jacquet en passant par Mars, Somapro, les biscuits Fossier, Cronenbourg, le groupe Seb Bourgeois. Enfin, pour donner une idée de la palette qui est très large, qui, comme vous le voyez, est très agroalimentaire, mais pas exclusivement agroalimentaire. Et à titre d'observateur, assistent à nos réunions les grandes fédérations, l'ANIA, la CGAD, la FCD, l'ILEC, CGI, la FIEC. L'objectif étant de confronter les expériences ressenties et éprouvées pour avancer sur plusieurs points. Je vous avais expliqué